Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette séance du cycle Trésor de Richelieu qui est co-organisée par les membres du campus Richelieu, c'est-à-dire l'INHA, l'École des Chartes et la Bibliothèque nationale de France. C'est un cycle, vous le savez, qui est fondé sur la rencontre entre un conservateur et un chercheur qui s'associent pour porter un regard sur un des trésors qui sont conservés dans ce vaste ensemble qu'est le campus Richelieu en cours d'élaboration. Ce soir, c'est une séance consacrée à l'histoire de la cartographie et plus particulièrement aux œuvres d'un cartographe qui a travaillé donc au XVIIIe siècle à un grand programme éditorial, puisque D'Anville a été donc un géographe du roi qui a élaboré donc tout un ensemble de documents et qui a lancé un nouvel atlas universel. Plus spécifiquement, cette séance est consacrée à sa cartographie de l'Italie, puisque c'est un des domaines dans lequel il a innové. C'est une séance qui a été construite à partir d'un corpus que vous verrez défiler ce soir sous vos yeux, et puis par le truchement de la petite caméra qui vous permet de voir tous les détails des documents que nous allons vous présenter. Cette séance est organisée et co-organisée par une spécialiste d'histoire de la cartographie qui s'appelle Catherine Hoffmann, qui est donc une des conservatrices du département des cartes et plans, qui est la conservatrice en chef qui travaille depuis plusieurs années sur le programme, qui a travaillé très longtemps sur ce programme d'études du fonds D'Anville dont je vous reparlerai tout à l'heure, et Lucie Laguet, qui va bientôt nous rejoindre, j'espère. Elle est en taxi, elle arrive depuis... elle était à Madrid cet après-midi et elle nous arrive avec un petit peu de retard, qui est conservatrice à la bibliothèque du Havre. Catherine Hoffmann et Lucille Haguet se sont associées pour organiser un programme scientifique au sein de la BNF qui a publié il y a maintenant l'année dernière, je crois, ce volume publié par les Voltaire Foundation qui s'appelle Une carrière de géographe au siècle des Lumières, Jean-Baptiste D'Anville. Je vais laisser la parole à Catherine, je crois, mais avant cela, je vous annonce, comme c'est l'usage dans la continuité de ce cycle, la prochaine séance qui aura lieu dans un petit peu plus d'un mois, le 25 février, et qui sera consacrée au manuscrit de Nadja d'André Breton que la Bibliothèque nationale de France a acquis il y a peu de temps. La conférence sera dispensée par Olivier Wagner, qui est conservateur au département des manuscrits de la BNF, et par Jacqueline Chénieux-Gendron, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Je laisse la parole à Catherine Hoffmann et je vous souhaite une bonne soirée. Je te remercie, Ève. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai donc l'honneur de présenter cette conférence avec Lucie Laguet qui va pas tarder à venir. Lucie Laguet que j'ai rencontrée il y a plus d'une dizaine d'années, qui était une jeune chercheuse qui a répondu à un appel à chercheurs de la Bibliothèque nationale lorsque nous nous proposions de valoriser une collection, la collection du géographe Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, qui est en dépôt à la Bibliothèque nationale depuis 1922. Et qui est une collection remarquable dans le sens où elle a été constituée par un géographe et elle a constitué l'outil de travail du géographe. Alors, ce soir, précisément, la communication est consacrée à le travail de D'Anville sur la carte d'Italie, qui est une œuvre qui marque un tournant dans sa carrière. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Grosso modo, Lucille devrait arriver dans une demi-heure, donc
on ne respecte pas exactement les paroles, le temps de parole qui nous était imparti, mais j'espère que ça n'aura pas trop d'inconvénients. Alors, quand le géographe français des Lumières, oui, vous êtes passé au PowerPoint. Quand le géographe français des Lumières, Jean-Baptiste d'Anville, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Projette de publier en 1743 une carte d'Italie entièrement renouvelée, il sait qu'il a de quoi marquer durablement les esprits, celui de ses pairs comme celui d'un public moins averti. La cartographie du territoire de l'Europe, en cette première moitié du XVIIIe siècle, est dans une situation très inégale. Certains pays ont fait l'objet de grands projets de mesures astronomiques et d'arpentage, comme la France. En revanche, l'Italie fait partie des pays moins bien dotés en matière de cartographie. Il n'existe alors aucun consensus sur sa superficie. La géographie de l'Italie est donc, en 1743, comme indéterminée. D'Anville a alors une quarantaine d'années. Protégé des ducs d'Orléans, reconnu par ses pairs, il n'a pas encore atteint la reconnaissance académique. Sa méthode de travail mise au point, comme l'érudition acquise, l'autorise à penser qu'il est en mesure d'améliorer la cartographie du globe. Il projette de réaliser, puis de vendre, 18 cartes pour former un nouvel ensemble, un nouvel atlas du monde. C'est dans ce contexte qu'il rédige un ouvrage conséquent de plus de 300 pages, intitulé « Analyse géographique de l'Italie ». Alors, tout d'abord, un portrait du géographe, et je rentre dans le vif du sujet de notre plan, du plan que nous allons suivre. Donc, il rédige un ouvrage conséquent intitulé « L'analyse géographique de l'Italie », qui justifie les nouveaux contours qu'il donne à la péninsule. Mais il invite aussi le lecteur à se projeter dans un projet plus vaste de remaniement de la représentation du monde. L'enjeu pour le géographe est triple. Premièrement, proposer une solution à l'embarras épistémologique dans lequel sont plongés les géographes de cabinet. En effet, si une modification est apportée à la carte d'un territoire connu, rien ne permet aux géographes d'en justifier les raisons, sauf des légendes succinctes. Deuxièmement, accéder à une reconnaissance publique et académique. Troisièmement, assurer la réussite commerciale de son projet cartographique. Notre objet est de montrer en quoi, plus que celle d'un autre pays, la carte d'Italie est le fer de lance d'un projet scientifique et commercial. En comblant radicalement le retard cartographique italien, D'Anville espère être reconnu comme le plus grand géographe de son temps. Pour ce faire, dans cette communication, nous redonnerons d'abord quelques éléments de contexte, en rappelant qui était le géographe Jean-Baptiste d'Anville et comment on construisait une carte au XVIIIe siècle. Puis, nous verrons plus en détail comment le savant a travaillé dans ce cas particulier de l'Italie, en s'appuyant sur sa collection de cartes. Enfin, nous expliquerons ensuite en quoi l'analyse de l'Italie, loin de n'être qu'un simple mémoire démonstratif, destiné à expliquer comment le géographe a construit sa carte d'Italie, est un ouvrage triplement programmatique. Le savant y projette d'appliquer la méthode scientifique à la géographie, d'y obtenir la reconnaissance de ses pairs et du public, et annonce ses futures publications dans le but d'en faire la promotion. Nous verrons enfin, en étudiant la réception de l'œuvre du géographe, si le savant est parvenu ou non aux fins qu'il s'assignait avec son ouvrage. Comparé à Strabon par ses contemporains et célébré comme un grand homme au XIXe siècle, D'Anville est tombé quasiment dans l'oubli au XXe siècle. Quelques mots s'imposent donc pour le présenter. Né en 1697 dans le quartier des Halles à Paris, d'un père dénommé Hubert Bourguignon, tailleur d'habits de profession, Jean-Baptiste d'Anville n'était pas destiné à la naissance à devenir l'un des grands géographes français du XVIIIe siècle. Doué pour le dessin comme son frère qui deviendra graveur sous le nom de Gravelot, il a bénéficié, malgré ses origines modestes, d'une excellente éducation au Collège des Quatre Nations, notamment en mathématiques. Il fit partie très jeune, sans que l'on sache comment ils sont entrés en contact, de l'entourage d'un érudit réputé, proche du pouvoir, l'abbé Louis Dufour de Longuerue. Il démarre ainsi très tôt une carrière de géographe, puisqu'il publie ses premières cartes en 1719 dans la description de la France de Longuerue,
et devient géographe du roi la même année à 22 ans. Bien mieux, il entre dans l'entourage du jeune Louis XV, participant à l'éducation du jeune prince en tant qu'assistant maître en géographie. De cette proximité initiale avec le pouvoir, il conservera un appui de taille tout au long de sa carrière. Le mécénat de la famille d'Orléans. Moins connu, en revanche, est le mécénat discret de la couronne portugaise par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris, Don Louis da Cunha, qui lui permettra d'avoir accès à une documentation inédite sur l'Amérique du Sud en particulier. La reconnaissance académique tardera à venir, cependant. Contrairement aux géographes de la même génération que sont d'une part Philippe Buache, élève de Guillaume de Lille, premier géographe du roi à 29 ans et adjoint géographe à l'Académie des sciences à 31 ans, ou bien, contrairement à Jacques-Nicolas Belin, attaché au dépôt de la marine depuis ses 18 ans, qui sera reconnu comme ingénieur hydrographe de la marine à 38 ans, D'Anville devra se contenter longtemps de son seul titre de géographe du roi. Ce n'est qu'à 59 ans, en 1756, qu'il est admis au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et à 76 ans, en 1773, à la mort de son contemporain Philippe Buache, qu'il devient membre de l'Académie des sciences. L'appui financier de ces puissants mécènes, les ducs d'Orléans et le roi du Portugal, seront donc déterminants pour lui permettre de mener sa carrière de géographe de cabinet, produisant plus de 200 cartes en 60 ans de carrière. Comme on le verra, la carte d'Italie publiée en 1743 et la réussite qu'elle représente du point de vue méthodologique constituent un moment pivot dans sa carrière. Sans entrer dans le détail de sa méthode, sur laquelle nous reviendrons à travers le cas italien, on peut en souligner les points essentiels, salués par les éloges académiques dont il fit l'objet par Condorcet et Bon Joseph Dacier. C'est cette méthode si spécifique qui lui permettra, sans quitter Paris, de refonder la géographie du monde et d'asseoir sa réputation d'exactitude et d'intégrité. Premier point de la méthode d'anvillienne, le souci de l'exhaustivité des sources, qu'elles soient textuelles ou cartographiques, manuscrites ou imprimées, modernes ou anciennes, écrites ou orales. Ce souci de complétude l'amène à développer un vaste réseau de correspondants en France et en Europe, ainsi qu'à constituer une collection de cartes de près de 9000 pièces, conçue comme un véritable outil de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'une des plus importantes réunies par un particulier au XVIIIe siècle. Rien que pour l'Italie, elle contient 847 cartes réparties en 10 liasses, couvrant l'Italie dans sa globalité, mais surtout les diverses principautés italiennes du nord au sud, de la Lombardie à la Sicile. La collection complète sera cédée à Louis XVI, qui en fera le cœur de la documentation géographique de son ministère des Affaires étrangères après la mort du géographe en 1782. Et comme je le disais tout à l'heure, cette collection sera transférée à la Bibliothèque nationale en 1922. Second point de la méthode d'anvillienne, ce que l'on pourrait appeler le scrupule du géographe. Celui-ci, en effet, après le croisement systématique des sources accumulées, ne s'autorise à placer sur la carte que les objets dont l'existence est à peu près certaine, ce qui revient dans certains cas à laisser de vastes espaces en blanc. Sa carte d'Afrique, que vous voyez à l'écran, dont l'intérieur est évidé, est emblématique de cette méthode. Condorcet souligne dans son éloge la nouveauté de cette démarche, véritable marque de fabrique du géographe. Il faut du courage, nous dit-il, pour s'y résoudre. Il faut être bien sûr qu'on les attribuera, ces lacunes, plutôt à l'imperfection de la géographie qu'à l'ignorance du géographe. Troisième point de la méthode, la combinaison des sources anciennes et modernes. Et pour cela, il importe de connaître la valeur des unités de mesure utilisées. Nous sommes bien entendu avant l'adoption du système métrique. Les unités de mesure sont donc différentes, y compris au sein d'un même pays. Quant aux mesures anciennes, elles peuvent varier d'un siècle à l'autre, d'un lieu à l'autre, tout en gardant le même nom. Ce travail très approfondi sur la valeur des unités de mesure, publié en 1769 dans son traité des mesures itinéraires, est certainement l'un des apports essentiels de D'Anville et va lui permettre de tirer parti des sources antiques mieux que quiconque auparavant. La carte d'Italie, publiée en 1743, illustre le succès de cette approche. Nous y reviendrons.
Mais comment construisait-on une carte au XVIIIe siècle? Il n'est pas possible, en effet, d'interpréter correctement le contenu des cartes de cette époque sans comprendre comment elles sont construites, même si les contemporains de ces cartes eux-mêmes ne le savaient pas forcément. Il n'y a pas cependant une seule façon de construire les cartes au XVIIIe siècle, mais de multiples manières, en fonction de leur échelle, de leur objet, de leur usage et de la profession de leur auteur. Géographes de cabinet, hydrographes, arpenteurs, ingénieurs militaires, ingénieurs civils produisent tous des cartes. Mais les moyens mis en œuvre, les objectifs poursuivis et les usages en sont fort différents. Ce que l'on peut dire d'une manière générale, c'est que la cartographie de terrain, fondée sur des observations astronomiques et des relevés par triangulation, fait des progrès considérables au XVIIIe siècle, et que l'Académie des sciences et l'Observatoire de Paris, qui ont été créés respectivement en 1666 et 1667, ont joué un grand rôle dans le perfectionnement des instruments de mesure et dans l'affinement des méthodes de levée, tout en donnant, d'autre part, une forte impulsion à cette nouvelle cartographie en réalisant la triangulation générale du royaume. En effet, dès 1666, l'Académie se voit assignée par Colbert, conscient des atouts de la cartographie pour la bonne gouvernance du pays, la mission de réformer les techniques cartographiques pour lever une carte générale du royaume plus exacte que toutes les précédentes. Les résultats ne se feront pas attendre. Entre 1679 et 1681, les académiciens Jean Picard et Philippe de La Hire accomplissent un tour de France pour réévaluer les longitudes des principales villes du pays, grâce notamment à l'observation des satellites de Jupiter. La carte de France corrigée qui en résulte fut présentée à l'Académie en 1684 et imprimée en 1693. Elle montre les nouveaux contours de la France superposés à la carte du royaume dressée par un géographe de cabinet renommé, Guillaume Sanson. L'utilisation des satellites de Jupiter pour calculer les longitudes peut sembler énigmatique aujourd'hui. C'est pourquoi un bref rappel n'est peut-être pas inutile. Au XVIIIe siècle, la longitude peut se mesurer globalement de deux manières, avec une horloge, la plus précise et la plus stable possible, afin de conserver l'heure du lieu de départ, en comparant l'écart du temps entre l'heure de départ et l'heure du lieu d'arrivée, un décalage horaire, les savants en déduisent la longitude. À défaut d'une horloge fiable, et elles sont rares avant la fin du XVIIIe siècle, on peut la calculer en utilisant un phénomène astronomique régulier, les passages des satellites de Jupiter derrière la planète, un phénomène fréquent qui se produit tous les 2, 6 et 12 jours. Quand un satellite passe dans l'ombre de la planète, il disparaît quasi instantanément. Il suffit qu'un observateur note l'heure locale d'un tel événement et la compare à celle à laquelle cet événement se produit au-dessus du péridien de référence, et cette différence de temps donne la longitude du point où l'observateur se trouve. Les académiciens Jean Picard et Philippe de La Hire vont combiner les deux méthodes et s'appuyer sur les éphémérides des éclipses des satellites de Jupiter publiés par Dominique Cassini en 1668 pour obtenir des données de longitude particulièrement fiables. En constatant le rétrécissement de la façade maritime de son royaume, Louis XIV aurait dit, en plaisantant, que leur voyage, celui des deux académiciens, ne lui avait causé que de la perte. C'était, aurait ajouté Fontenelle, une perte qui enrichissait la géographie et assurait la navigation. Dès 1681, Picard jette les bases d'un programme très novateur qui mobilisera l'Académie pendant le demi-siècle suivant. Établir un châssis général du royaume composé de chaînes de triangles s'appuyant sur la méridienne de Paris, la traverse Dunkerque-Collioure et épousant les frontières maritimes et terrestres du royaume. Mise à exécution à partir de 1683 par les Cassini et leurs collègues de l'Académie, ce projet de triangulation générale de la France s'accélère vers 1730 grâce à l'appui du contrôleur général des finances, Philibert Horry, qui lance parallèlement la cartographie des routes et des grands chemins pour faciliter les transports. En 1744, le canevas géométrique de la France est enfin terminé. Il comprend 800 triangles répartis sur
3 parallèles à la méridienne de Paris et 7 perpendiculaires, qui constituent, je cite, une espèce de fortification géométrique qui assure de la manière la plus inaltérable l'étendue actuelle du royaume. Il donne lieu à la publication d'une carte générale que vous voyez à l'écran, qui est présentée à l'Académie en 1745 et qui offre le détail des triangles et des points. C'est à partir de ce canevas géométrique général que sera organisé le levé de chaque feuille de la carte dite de Cassini, la première carte topographique couvrant l'intégralité du royaume. Mais comment fonctionne la méthode de triangulation, me direz-vous? Autrement dit, comment a-t-on fait pour calculer le segment du méridien de Paris qui traverse toute la France, de Dunkerque à Collioure, sans le mesurer sur le terrain, ce qui aurait été long et imprécis? L'idée consiste à substituer au calcul de distance sur le terrain des calculs d'angle pris à partir de diverses hauteurs, églises, tours, collines. Pour cela, le méridien va être décomposé en autant de triangles que possible. Je reviens en arrière. De part et d'autre de la ligne à mesurer. Selon le principe de la triangulation, si on connaît 2 angles et la longueur d'un côté, on peut en déduire la position du troisième point. Puis, une fois que l'on connaît la position de 3 points d'un triangle, on connaît la longueur des 3 côtés. Seule la mesure du premier triangle est donc nécessaire selon cette technique. C'est cette mesure du premier côté qui est en train d'être réalisée sur le frontispice d'un mémoire de Cassini-Thury que vous avez à l'écran. Le travail du géographe de cabinet est tout autre. Condorcet, dans son éloge du géographe d'Anville pour l'Académie royale des sciences, dépeint ce qu'est le métier de ce géographe réputé sédentaire, à une époque où l'on possède peu de données astronomiques fiables sur les lieux. On jouit des travaux d'un géographe, nous dit-il, mais peu de personnes savent en quoi consistent les difficultés et le mérite de son travail. Si la position de tous les points importants était connue par des observations astronomiques, si les lieux intermédiaires étaient déterminés par des opérations géométriques, la géographie ne serait qu'une partie de mathématiques pratiques. Mais la géographie est bien éloignée de ce degré de perfection. La position d'une grande partie des villes, le cours des fleuves, la forme des côtes, tous ces objets ne sont connus que par des observations grossières, des estimes de voyageurs, des détails d'itinéraires, des cartes inexactes. En effet, si vers 1750, certains pays comme la France, appuyés sur un pouvoir royal fort, disposent de données dites mathématiques sur le territoire, comme on vient de le voir, ces travaux de mesure impliquent une main-d'œuvre qualifiée et formée, disponible longtemps et dotée d'instruments adéquats. Et ces opérations supposent aussi et surtout d'être maître du terrain. De fait, pour cartographier, il faut pouvoir se rendre sur place sans être attaqué ni chassé. Car, que ce soit en Occident ou en Orient, l'idée est très répandue que celui qui possède la carte maîtrise le territoire. Les géographes, lorsqu'ils opèrent en terre étrangère, sont vus d'un très mauvais œil et toutes les opérations géographiques, même celles réalisées à vue, doivent être faites en cachette, quasi littéralement sous le manteau. Faute de mesures mathématiques systématiques, D'Anville va dès lors tout utiliser, des données récentes comme très anciennes, et même des sources qui n'ont pas vocation au départ à être géographiques, comme la littérature. Or, sa réputation tient à ce qu'il réussit à obtenir de ces diverses sources des résultats qui vont s'avérer après coup très similaires à ceux obtenus par des mesures. La méthode d'anvillienne se déploie à une époque charnière entre la géographie érudite des humanistes fondée sur l'accumulation des savoirs et la géographie mathématique telle qu'elle fut pratiquée par la famille Cassini, qui s'appuie sur des relevés astronomiques et topographiques effectués sur le terrain grâce à des instruments de précision. Le mérite de d'Anville est donc de parvenir à articuler ces deux géographies. Alors, normalement, arrivée à ce stade, Lucile devait prendre la parole. Elle n'est malheureusement pas encore là, donc je vais, je m'en excuse, continuer. On arrive donc au deuxième point de cette conférence. L'analyse de l'Italie, donc ce texte de 300 pages, quel est-il exactement ?
Quand D'Anville publie son mémoire sur l'analyse géographique de l'Italie en 1744, il a 47 ans. Pour celui qui était déjà géographe du roi à 22 ans, c'est loin d'être un ouvrage de début de carrière. Même s'il bénéficie déjà d'une reconnaissance d'estime, d'un soutien d'ordre curial, il est secrétaire du duc d'Orléans, titre qui lui procure une pension et un soutien pour la publication de ses œuvres, il n'est pas encore membre d'aucune académie, ni étrangère, il entrera à l'Académie Saint-Pétersbourg en 1748, ni française, il ne sera élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres qu'en 1754, soit 10 ans plus tard. L'analyse ne sort donc pas de l'imprimerie royale comme les mémoires que D'Anville publiera après son entrée à l'Académie. Il est publié par la veuve Estienne et fils, un éditeur principalement spécialisé dans les ouvrages d'histoire et la littérature classique. D'Anville a probablement ses entrées chez la veuve Étienne. Il a contribué à des ouvrages publiés chez elle, comme l'Histoire ancienne de Rollin. Dans le contexte de la censure royale, l'analyse géographique a obtenu son privilège via l'accord non pas d'un mais de 2 censeurs, dont les approbations, reproduites en fin d'ouvrage, constituent de vraies critiques qualitatives de l'ouvrage imprimé. En effet, les censeurs sont aussi des experts. L'ouvrage de D'Anville est examiné par Jean-François Duresnel du Bellay, membre de l'Académie des inscriptions depuis 1733, Bernard de Fontenelle, hautement qualifié pour la tâche puisqu'il est membre de l'Académie des sciences en qualité de géomètre depuis 1697. Or, les 2 approbations sont élogieuses et témoignent de la reconnaissance dont jouissait déjà D'Anville parmi ses pairs, l'un d'eux écrivant « Il m'a paru que l'auteur y soutenait parfaitement la réputation que ses autres ouvrages lui ont si justement acquise. » Dans la mesure où la reconnaissance académique se fait attendre pour D'Anville, il n'est pas étonnant que celui-ci cherche à produire le document qui va asseoir sa légitimité et lui servir d'argument pour atteindre enfin les honneurs. Pour y parvenir, D'Anville se propose de frapper les esprits en commençant son projet de publication d'Atlas en feuilles par le renouvellement de la cartographie d'un pays connu pour la culture européenne, l'Italie, et en s'efforçant de revaloriser sa discipline. En effet, dès le vivant de D'Anville, la géographie souffre de son caractère multidisciplinaire. Les membres de l'Académie royale des sciences considèrent que la géographie n'est pas une science positive, et les amateurs de belles lettres trouvent que les mémoires géographiques sont d'un style indigeste, lequel tient en réalité à la nature du contenu proche de la démonstration scientifique. Dès lors, malgré la reconnaissance dont D'Anville bénéficie déjà, il peine à se faire admettre dans les académies. Il faut dire que la géographie savante du XVIIIe siècle rencontre un écueil. Pour le lecteur ordinaire, une carte se légitime essentiellement par sa similitude avec les cartes contemporaines, un des seuls moyens à sa disposition pour distinguer une carte de qualité. Or, si c'est le consensus qui fait foi en cartographie, tout perfectionnement devient très lent, car paradoxalement, il met en péril la réputation du géographe. D'Anville a ainsi reproché à Guillaume de Lille, l'un de ses maîtres, de n'avoir pas modifié certaines de ses cartes pour ne pas bousculer le consensus. Faute de pouvoir distinguer une bonne carte d'une mauvaise, ces usagers jugent aussi une carte à ses qualités esthétiques. La devise des géographes contemporains de D'Anville, les Robert de Vaugondy, n'est donc pas pour rien belle et utile, la beauté étant synonyme d'exactitude pour beaucoup. D'Anville le regrette. Si une carte se trouve disposée avec une sorte de goût, le coup d'œil devient son principal avantage, et l'auteur n'en voit guère juger que par ce faible endroit. Autrement dit, voilà la géographie jugée comme un art plutôt que comme une science au sens moderne du terme, et le savant ne saurait profiter de la reconnaissance due à ses mérites. Pour sortir de cette impasse qui nuit au progrès comme au prestige de la discipline, D'Anville envisage un retournement épistémologique pour les géographes de cabinet. Il s'agit de valoriser le changement sur la permanence. Bien sûr, ses prédécesseurs ont eux aussi largement modifié et amélioré les cartes. Mais il semble bien que D'Anville ait proposé des modifications plus radicales que celles de ses prédécesseurs.
Naturellement, un tel projet pouvait provoquer quelques réticences. Toute innovation peut être suspectée d'être le fruit de l'ego de son auteur. Pire, un géographe qui amende ses propres cartes pourrait nuire à sa propre réputation par l'aveu d'erreur qu'elle constitue. Or, D'Anville souhaite au contraire faire de ces corrections le signe de la valeur du savant. Ces changements, bien loin de nuire à l'auteur, sont, à mon sens, l'indice d'un renouvellement d'études et d'applications, nous dit-il. Et de fait, D'Anville va modifier partiellement ou complètement ses œuvres tout au long de sa vie. Mais comment justifier scientifiquement les changements ? Non seulement le public est incapable de distinguer une bonne d'une mauvaise carte, mais les géographes eux-mêmes ne peuvent pas juger de la pertinence d'une modification simplement en regardant une carte. Il peut entrer dans la composition d'une carte, nous dit-il, une infinité de combinaisons. Ce travail qui fait la partie fondamentale de l'ouvrage ne se devine point. Autrement dit, D'Anville tire la conclusion que les cartes ne sont pas des objets scientifiques autonomes. Elles ne contiennent pas en elles-mêmes la garantie de leur exactitude et de leur amélioration. Voilà pourquoi l'écriture d'une démonstration accompagnant la carte est indispensable. C'est à la fois l'équivalent de la note de page de l'historien et de la démonstration du mathématicien. D'Anville part du principe qu'un amateur éclairé saura prendre le temps de suivre ces explications de détail. Ces textes permettront par ailleurs aux géographes d'accéder à une reconnaissance scientifique. D'autre part, il sera beaucoup plus facile de continuer à corriger les cartes, vu que le texte laissera mieux percevoir les zones les plus faibles. Cependant, comment cette idée d'adjoindre une longue explication à ces cartes est-elle venue à D'Anville ? Il semble que le géographe en ait donné la clé dans la scénette biographique qu'il évoque dans son avertissement, tranche de vie de son existence de précepteur. Il fut en effet le précepteur du duc de Chartres, le fils du duc d'Orléans. Je le cite. « Monseigneur le duc d'Orléans, ayant remarqué que les 4 parties du monde qui ont été dessinées pour Monseigneur le duc de Chartres dans le cours de ses études et quelques autres cartes de ma composition différaient en plusieurs points des cartes précédentes, après avoir exigé des preuves de ces changements et les avoir admises, il m'a excité à composer de nouvelles cartes, assez étendues pour renfermer ce qu'il y a d'intéressant dans la géographie, tant ancienne que moderne, ajoutant de son propre mouvement qu'il se chargea des frais de l'ouvrage. » Bien entendu, D'Anville raconte cet épisode pour faire l'éloge du duc, de sa science comme de sa générosité. Mais la scène raconte aussi autre chose. Lors de cet entretien avec le duc d'Orléans, le savant fait face aux critiques étonnées que suscite son travail. Mais surtout, il fait l'expérience de la force de conviction de l'explication. Elle suffit, cette explication, à pousser le duc d'Orléans à encourager la création du projet, mais aussi à se lancer dans un financement coûteux sur le très long terme. Ce positionnement en faveur de la démonstration s'accompagne d'une méthodologie de travail. Même lorsqu'il propose une carte d'Italie, D'Anville demeure toujours à l'échelle du monde. Pour lui, ce qui est le plus important à déterminer, le plus grand art et ce qu'il y a de plus difficile dans la composition des cartes, consiste, nous dit-il, dans la vraie mesure d'étendue ou d'emplacement qui convient à chacun des pays représentés dans ces cartes. Car agrandir un pays, c'est rétrécir un autre. Le géographe travaille donc à une échelle mondiale et non pas pays par pays. Voilà pourquoi le plus important pour D'Anville, dans le cas de l'Italie, est de pouvoir raccorder correctement la péninsule aux mesures du méridien de Paris, prises sur le terrain. À l'époque où il construit sa carte d'Italie, les mesures ne sont pas encore publiées. Et D'Anville a dû demander à Cassini le droit de consulter le manuscrit. Enfin, l'analyse géographique de l'Italie, donc ce traité, est aussi une entreprise de promotion commerciale. Elle est d'autant plus importante que le projet de publication de cet ensemble exige un certain retour sur investissement. La gravure des cuivres, l'utilisation de feuilles de qualité, d'une encre spéciale, rend l'entreprise particulièrement coûteuse. La science géographique a pour caractéristique de pouvoir produire un document à vendre, la carte. Il a donc été demandé aux savants
sans doute par le chancelier du duc d'Orléans, Étienne de Silhouette, futur contrôleur général des finances de Louis XV, un plan d'affaires prévisionnel dont l'objectif était de prouver la rentabilité du projet. On pourrait penser que l'annonce de la publication des 18 cartes a été ajoutée à l'analyse de l'Italie par opportunisme pour profiter de la publication. Il n'en est rien. C'est l'analyse géographique de l'Italie qui constitue une sorte de publicité pour l'Atlas en feuilles. Dans son avertissement, dans lequel on donne le plan d'un nouveau corps de cartes géographiques qui précède le texte de l'analyse, il présente ainsi sa carte. L'Italie ne paraît aujourd'hui que comme un échantillon des feuilles à venir. C'est cet échantillon qui a pour but de faire connaître et de vendre les suivantes. Je vais te laisser prendre ta soupe et je te donnerai la partie 3. Oui. Voilà. Donc l'échantillon en question, c'est cette carte d'Italie qui est évidemment extrêmement soignée. Outre, peut-être qu'on pourrait passer à la caméra. Donc, outre une grande clarté de la carte malgré la quantité d'informations présentes, la carte est aussi est également bien imprimée sur de grandes feuilles et ornée d'un splendide cartouche de Charles Coipel, premier peintre du roi, qui représente une allégorie du Tibre, c'est en bas, avec Romulus et Rémus, sans doute une représentation devenue habituelle depuis la découverte d'une statue de ce genre en 1512, et le tout est surmonté par une allégorie de l'Église romaine représentée par une femme voilée brandissant la croix. Cette clarté graphique, on la doit, et vous pouvez présenter donc le manuscrit qui est à côté de la carte. Donc cette clarté graphique, on la doit à la main de Danville lui-même, ce dont témoignent les manuscrits, les misonnettes de la carte, que vous pouvez voir là maintenant, aussi bien dans la disposition que dans le lettrage. Danville, dans ses misonnettes, est d'une telle précision qu'en fait, il laisse peu de marge d'appréciation aux graveurs. La qualité des cartes de Danville repose tout entière, en fait, sur les propres qualités graphiques du géographe. Voilà. Bonsoir à tous. Alors pourquoi Danville a-t-il choisi l'Italie pour commencer ce programme de cartes et donc faire en quelque sorte la publicité de son ensemble cartographique? Alors, évidemment, pour faire connaître un projet, quel meilleur choix que celui d'un pays renommé auquel on pense apporter des changements visibles, les seuls qui peuvent vraiment marquer les esprits à l'époque. Danville, avant de se lancer dans l'analyse géographique de l'Italie, connaît déjà très bien son sujet. Il a déjà produit 3 cartes anciennes de l'Italie pour l'historien Charles Rollin, ainsi qu'une table d'équivalence entre la toponymie antique et moderne. Ces travaux lui permettent d'avoir bien à l'esprit quelle utilité il pourrait tirer des sources anciennes pour une carte moderne. Donc, est-ce qu'on peut repasser au PowerPoint, s'il vous plaît ? Alors, la suivante. Donc sur cette flèche. Voilà. Alors ça c'était... Voilà. Voilà, donc là c'est la carte de l'Italie où l'objet principal a été de tracer les voies romaines et c'est une des 3 cartes réalisées par Danville avant cette analyse de l'Italie. Ses recherches précédentes lui ont donc permis de constater que les sources antiques sont particulièrement fidèles au terrain si et seulement si elles sont bien utilisées. Dans l'avertissement, il écrit que les anciennes mesures suppléent souvent aux cartes ou morceaux de détails où les espaces ne se trouvent pas toujours bien définis avec certitude et précision. Bien évidemment, Danville n'est pas le premier cartographe à utiliser les sources antiques pour l'Italie. En témoigne par exemple cette carte de l'Italie antique de Nicolas Sanson, datée de 1641, issue d'ailleurs de sa collection cartographique, et où l'on peut voir en rouge
les itinéraires romains soulignés. En revanche, c'est sans doute le seul à comprendre à quel point les mesures antiques sont fiables, ce qui était précédemment mis en doute. Selon le géographe, ses prédécesseurs ont commis 2 erreurs. La première, ils ont d'une part mal évalué les unités de mesure antiques, si bien que les distances calculées par les anciens leur ont semblé fausses. D'autre part, ils ont commis quantité d'erreurs d'interprétation, la plus commune consistant à ne pas comprendre que les milles et les stades peuvent correspondre à des réalités très différentes selon les lieux et les époques. Même si, là encore, D'Anville n'est pas le premier à formuler cette observation, c'est le seul à en tirer toutes les conséquences en systématisant l'étude précise des mesures anciennes et modernes. Il écrit « C'est ordinairement sans examen qu'il me soit permis de le dire, et uniquement de manière vague et indéterminée, dont nous estimons aujourd'hui les distances, que l'on juge des mesures itinéraires que l'Antiquité nous fournit. » Donc il est quand même assez critique envers ses prédécesseurs. Avec son traité des mesures itinéraires, qu'on voit ici, qui est là déjà, il possède dès lors un outil très puissant qui lui permet de tirer le maximum des textes antiques. Si D'Anville utilise efficacement les sources antiques et concentre toute son énergie sur les mesures de distance, c'est qu'il s'est aussi interrogé sur la manière dont les Romains construisaient leurs cartes. Or, leurs calculs astronomiques, écrit D'Anville, n'avaient pas autant de précision que celles qu'on tire aujourd'hui. Ils ne pratiquaient pas non plus la triangulation. Donc, qu'est-ce qui reste pour faire une carte précise dans l'Antiquité ? Eh bien, il reste les mesures de distance, ce qui achève de convaincre D'Anville qu'il travaille dans la bonne direction. C'est que les mesures antiques qu'il transcrit correspondent aux mesures les plus récentes. Il écrit « On ne peut se dispenser d'observer en général qu'à proportion de ce que la géographie acquiert de perfection, surtout par rapport à l'étendue des espaces, on remarque plus de justesse dans les itinéraires anciens. » À cause de cette utilisation très poussée des sources antiques, il est arrivé que D'Anville soit considéré comme un homme du passé qui accorderait plus de valeur aux autorités antiques qu'aux recherches de son temps. Or, c'est véritablement un contresens. C'est justement parce qu'il n'y a pas de mesures modernes qu'il est, comme il écrit, avantageux de concilier avec les mesures de distance que nous devons à l'Antiquité. Quand elles existent, D'Anville utilise beaucoup de sources contemporaines en réalité. Il ajoute même plus loin que lorsque des mesures astronomiques auront été réalisées en Italie, les sources antiques ne seront plus d'aucune utilité. Je cite, quand la position de lieu sera fixée par des opérations positives, par des observations astronomiques, nous serons dispensés d'emprunter le secours des anciens. Je cède la parole à Catherine. Alors, je reprends brièvement la parole pour évoquer l'importance de la collection cartographique dans la construction de la carte d'Italie, et en particulier pour montrer le va-et-vient dans sa documentation cartographique elle-même entre des sources récentes qu'il privilégie quand elles existent, même si généralement elles ne concernent que des zones réduites, et donc le va-et-vient entre ces sources récentes et des sources plus anciennes, particulièrement nombreuses dans le cas de l'Italie. Ce n'est pas un hasard s'il commence son analyse de l'Italie et ses recherches par ce qu'il appelle la Gaule cisalpine. C'est à la fois parce qu'il pense de manière globale sa cartographie, on l'a vu, une modification de superficie a des répercussions sur la carte du monde, et d'autre part, parce qu'il souhaite rattacher l'Italie aux mesures du méridien de Paris levé par triangulation par l'Académie des sciences. Sa première étape consiste donc à trouver les distances à partir de Lyon, dont les coordonnées sont connues par les mesures de l'Académie. Il cherche ainsi les distances de Lyon à Grenoble, à Briançon, puis de Briançon à Suse. Et c'est pour calculer cette distance-là qu'il utilise cette carte manuscrite de la Savoie, levée sous les ordres du maréchal Catinat par l'ingénieur du roi Roussel, dont il loue au passage la manière de représenter les montagnes.
Capitaine, ingénieur en chef en 1716, Roussel fit partie de l'équipe des ingénieurs envoyés aux frontières par Louis XIV à partir de 1691. D'Anville n'indique pas comment il a réussi à obtenir une carte militaire aussi détaillée, mais il compare les distances qu'il trouve dans cette carte avec des itinéraires antiques, notamment l'itinéraire d'Antonin. Autre exemple de carte à diffusion restreinte, cette carte manuscrite particulière du golfe, des îles et du mouillage de Naples, qui est sans doute issue des campagnes d'espionnage effectuées en Méditerranée par les vaisseaux du roi dans les dernières décennies du XVIIe siècle. Comme pour la carte de Roussel, on ignore comment d'Anville l'a obtenue. Il s'appuie, et il la cite dans son analyse, également sur des cartes de terrain italiennes, comme cette carte particulière de la région du Vicentin, une partie de la province de la Vénétie, et qui est l'œuvre d'un arpenteur italien, Angelo Novello. Outre ces cartes récentes d'arpenteurs et d'ingénieurs dressées à grande échelle, d'Anville cite également des cartes de géographes de cabinet, parfois anciennes, comme cette carte de l'État de Parme, dressée au début du XVIIe siècle par Giovanni Antonio Magini. En tant que cartographe, Magini a travaillé toute sa vie à la préparation d'un atlas de l'Italie, qui fut imprimé après sa mort en 1620 par son fils. D'Anville va en louer l'exactitude pendant plusieurs fois dans son ouvrage. Excusez-moi. Mais qu'en est-il des frontières données à l'Italie par d'Anville? Est-ce l'utilisation de cartes d'époques si diverses qui l'incite à choisir des frontières naturelles, ou bien le poids de la géographie antique qui considère une Italie unifiée, ou encore, au contraire, la complicité même de la géographie, de la géopolitique italienne, instable et morcelée en de multiples États et principautés? Il faut attendre quasiment la fin de l'ouvrage, page 279, dans le chapitre intitulé « Résultats de cette analyse géographique par rapport à la forme et à l'étendue de l'Italie », pour que d'Anville justifie ce choix. Il nous dit « Les bornes naturelles ont dû prévaloir sur des limites politiques et accidentelles. » Autrement dit, les limites politiques liées aux accidents de l'histoire sont ici écartées au profit de bornes dites naturelles. Mais comment d'Anville définit-il ces limites naturelles? Voilà ce qu'il nous dit. Ce qui ferme le contour de l'Italie, il faut laisser en fait. Ce qui ferme le contour de l'Italie, au défaut des deux mers qui la resserrent, est déterminé par la cime des Alpes, de laquelle la chute des rivières ou le côté qu'elles prennent dans leur cours doit décider. C'est pour cette raison qu'on s'est étendu dans la carte d'Italie jusqu'à la tête des rivières, bien que ce soit y envelopper plusieurs cantons de l'Allemagne. Autrement dit, cette volonté d'appliquer en zone montagneuse la théorie des eaux pendantes aux lignes de partage des eaux le conduit à intégrer des cantons suisses et parties du Tyrol qui relèvent politiquement des pays voisins. Faire coïncider au moins en partie frontières politiques et frontières naturelles est un signe des temps d'une volonté d'introduire un principe de raison là où d'ordinaire prévalent les aléas de l'histoire et les rapports de force. Au nord-ouest, la Savoie est intégrée et plus au sud, la ligne est fixée au-dessus de Monaco et non pas jusqu'au Var comme cela apparaît chez les auteurs antiques. Mais il faut dire qu'il est bien difficile sur la carte, on pourrait peut-être passer à la caméra, il est bien difficile sur la carte de distinguer les frontières extérieures de l'Italie, tant celles-ci s'enchevêtrent avec les lignes en pointillés qui soulignent ces subdivisions politiques ou administratives. Et quoi qu'en dise d'Anville, il ne s'en tient pas stricto sensu aux frontières naturelles de l'Italie. À l'instar de ses contemporains cartographes, il inclut dans celle-ci, vous pouvez aller vers... Alors, j'ai parlé effectivement de la frontière ouest et de la difficulté en fait de voir sur la carte les frontières extérieures de l'Italie qui se confondent sans doute avec des subdivisions administratives. Et là, ce dont je voudrais parler là maintenant, c'est du fait que en fait, d'Anville ne se limite pas aux frontières naturelles, quoi qu'il en dise, puisqu'il inclut, à l'opposé, sur la rive adriatique, il inclut
l'Istrie et la Dalmatie, qui est dénommée ici Morlachie, qui sont des colonies de la République de Venise depuis le XVe siècle. Et il inclut également d'autres dépendances italiennes, insulaires, celles-ci, à savoir la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Je repasse la parole à Lucile. Alors, est-ce que Danville a réussi ses paris ? Est-ce que, grâce à l'analyse de l'Italie, il a véritablement réussi à dresser une carte de l'Italie plus précise sans mesures prises lui-même sur place? Est-ce qu'il a réussi à avoir un statut social amélioré? Est-ce qu'il a réussi à mieux vendre ses cartes? Alors déjà, il a réussi, il est vrai, à renouveler considérablement la carte d'Italie. Ça ne fait aucun doute. Et quelques années après, il va avoir la confirmation que toutes ces déductions finalement érudites et intellectuelles l'ont mené sur le bon chemin. Comme l'écrit l'académicien Bon-Joseph Dacier dans son éloge de Danville, je cite, « Quelques années après, le pape Benoît XIV, ayant fait mesurer le degré du méridien dans l'état ecclésiastique et tiré une chaîne de triangle en tout l'intervalle des deux mers, M. Danville eut la satisfaction, la plus grande sans doute qu'on puisse désirer, de voir ces corrections confirmées par des opérations de géomètre et d'être presque parvenu par l'érudition et la critique à une exactitude qui paraissait réservée à la géométrie. Les géomètres dont il est question dans cette citation sont les pères jésuites Christophe Maire et Roger Joseph Boscovitch, lesquels publient leurs résultats en 1755 dans une carte portant le titre de Nuova Carta Geographica dello Stato Ecclesiastico. Alors c'est une carte qui ne va pas forcément avoir un écho très important, mais Danville n'aura de cesse, avant qu'elle soit publiée, d'avoir les résultats à l'avance. Ça devait être sans doute celui qui l'attendait le plus. Donc Danville aura attendu presque 11 ans pour avoir la confirmation de ce qu'il avait affirmé. Il pouvait presque concurrencer les mesures sur place par la pratique pure de la compilation. Ce succès, selon Dacier, était le couronnement d'une renommée grandissante. Je cite, « La réputation de M. Danville s'accroissait de jour en jour par les nouvelles productions dont il enrichissait la géographie et fut portée au plus haut degré par sa carte d'Italie. » Coïncidence ou conséquence, l'année qui suit la publication de la mesure de l'Italie à la demande de Benoît XIV, Danville entre enfin à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ainsi, si les résultats se sont fait attendre, les stratégies utilisées par Danville pour se légitimer auprès des académies vont porter leurs fruits. Certes, il devient académicien assez tard, mais il fait tout de même partie des rares savants à être admis dans les deux académies. Académie des sciences et Académie des inscriptions. Et avec ces succès, le nom de Danville devient synonyme d'exactitude. C'est un peu comme une marque, si vous voulez. Cela a sans doute amélioré les ventes des cartes qu'il annonçait dans l'analyse de l'Italie, lesquelles ont bien été réalisées par Danville comme celui-ci se le promettait. Cela a dû favoriser la vente, certes, même si ce succès s'est surtout matérialisé par un grand nombre de copies non officielles aux grandes dames du géographe. Et de fait, après la mort de Danville, à un âge très avancé pour l'époque, à 82 ans, le stock des cartes de l'Atlas en feuilles n'est pas encore entièrement écoulé. La méthode Danville va également inspirer une certaine exigence scientifique aux autres géographes. Même s'ils n'ont pas été lus forcément par beaucoup de monde, les mémoires ont permis à Danville de se distinguer des cartographes moins scrupuleux qui se contentaient de reprendre d'anciennes matrices sans les mettre à jour. Donc ça, c'est les points positifs, les conséquences positives de l'analyse, mais on peut quand même observer quelques limites au projet de l'analyse de l'Italie. On a vu que Danville a expérimenté la force de la démonstration avec le duc d'Orléans. Mais c'était une démonstration en face à face, à l'oral. Or, dans le cas de la carte, qui est aussi une image, la démonstration écrite n'a pas la force et surtout n'a pas la simplicité de la démonstration orale. Par ailleurs, le lecteur doit en permanence faire des allers-retours entre sa lecture et la carte, ce qui est complexe, surtout quand la carte est reliée physiquement dans l'ouvrage. En face du duc d'Orléans, le géographe n'avait qu'à pointer du doigt les points qu'il évoquait. Danville est véritablement conscient de la difficulté de l'exercice qu'il propose au public.
C'est pourquoi, à la fin de son ouvrage, il va ajouter cette carte que vous voyez, qui est une carte simplifiée pour suivre la lecture de son ouvrage. Il va même ajouter une carte qui n'a aucun rôle dans la démonstration, suivant, merci, dont le seul but est de rendre évident au premier coup d'œil, même par un complet novice, l'importance du renouvellement apporté par la carte d'Italie en la comparant avec le tracé produit par 2 de ses prédécesseurs, Guillaume de Lille et Nicolas Sanson. Donc là, par exemple, dans le gros plan, on voit que Venise est véritablement à 3 endroits très différents. Et le texte lui-même. Le texte lui-même n'a pas toujours été bien reçu. Il ne correspondait pas à ce qu'on attendait alors d'un ouvrage de géographie du point de vue des belles-lettres. C'est assez sec et de fait, ce sont des sortes de démonstrations systématiques qui ne sont pas du tout littéraires. Donc c'est assez long, c'est coûteux à imprimer et le public ne peut être que limité. Du coup, Danville en a quand même conscience et il envisage donc de ne pas publier systématiquement un écrit à chaque carte. Il écrit « Un écrit succinct et qui peut se borner aux circonstances principales suffit pour mettre le public en état de juger. Et quand un géographe ne ferait ainsi ses preuves que sur quelques ouvrages en particulier, ce qu'il produirait en général en tirerait qu'avantage. » Donc, il y a vraiment l'idée qu'une fois qu'on a fait sa réputation, c'est plus vraiment la peine de publier systématiquement de longs mémoires. Mais, du coup, l'intérêt savant de publier systématiquement un ouvrage perd de sa force. Il faut croire à nouveau sur parole le géographe, une fois son autorité reconnue. Et puis, la cartographie de Danville est victime d'un paradoxe. Finalement, elle est reconnue comme remarquablement exacte quand elle est confrontée à des mesures sur place, lesquelles la rendent caduque. Voilà. Je te laisse faire la conclusion générale. Je vais conclure. Plus que les considérations générales parues en 1777, donc peu avant sa mort, son véritable ouvrage testamentaire, et autant que son traité des mesures itinéraires en 1769, l'analyse de l'Italie est l'un des textes majeurs de la méthode de Danville. Il y apparaît moins conservateur qu'il ne semble parfois dans l'historiographie. C'est un homme des Lumières, parfaitement conscient de l'importance de l'opinion, envers laquelle il convient de communiquer afin de se promouvoir, soi et son œuvre. Par ailleurs, pour un savant qui se présente souvent comme peu théoricien, il fait preuve d'un recul intéressant sur l'état de sa discipline et ses limites. Enfin, concernant la carte moderne de l'Italie, fidèle aux principes qu'il énonce dans l'analyse, elle sera corrigée tout au long de sa vie. Pour Danville, à son époque, il ne saurait y avoir de carte parfaite, et toute carte, même publiée, doit être indéfiniment remise sur le métier et amendée. Sa correspondance avec le prélat italien Domenico Silvio Passionei, qui se poursuit jusqu'en 1757, en témoigne. Il lui réclame une carte de Naples, une carte du cours du Tibre et des documents inédits. Danville n'arrête jamais. Je vous remercie. Voilà. Alors, en supplément, dans le PowerPoint, on a 2 cartes de l'Italie, une carte de Sanson et une carte de Lille, qui sont les 2 géographes auxquels Danville compare sa propre carte de l'Italie. Voilà. Et d'autre part, donc ça c'est de Lille. Donc on a la carte de Sanson, la carte d'Italie. Vous pourrez les voir tout à l'heure. On a apporté des originaux. C'est une carte ancienne. Donc on voit bien que les itinéraires sur la carte. En plus, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais commenter cette diapositive aussi ? Alors, c'est un tableau que vous connaissez sûrement, la lecture de la tragédie de l'orphelin de la Chine, qui représente le salon de Madame Geoffrin. Vous voyez la date, 1812, c'est donc fait a posteriori, c'est une recomposition imaginaire en quelque sorte, avec les personnes qui sont réputées avoir fréquenté ce salon. Et un peu à notre surprise quand même, on voit Danville. Alors Danville, c'est ce monsieur qui est devant la porte
de profil avec une sorte de manteau ocre et qui parle avec un homme en noir qui est le comte de Caylus, donc le célèbre antiquaire. Et donc, pour nous, même si c'est une reconstitution, c'est intéressant parce que ça va quand même dans le sens d'un savant qui est ancré dans son temps, qui a quand même beaucoup échangé, alors qu'il avait tendance à construire sa propre légende personnelle où il s'était fait tout seul, isolé dans son cabinet. Un peu de publicité. Donc cet ouvrage, en fait, est le résultat d'un programme de recherche qui a été mené à la Bibliothèque nationale de 2010 à 2013 et qui avait donné lieu à un colloque international en 2012 parce qu'on s'était rendu compte que Danville intéressait non pas seulement la Bibliothèque nationale parce qu'elle en possédait la collection ou des géographes ou des historiens français, mais qu'il est une figure incontournable pour les historiens de la cartographie du XVIIIe siècle, parce qu'il s'est intéressé à toutes les parties du monde. Et c'est ce qu'a montré donc ce colloque, et on en a tiré donc un ouvrage, la première monographie consacrée à Danville, une monographie collective, mais qui montre donc plusieurs regards croisés sur le géographe et s'intéresse aussi bien à sa cartographie de l'Amérique du Sud que sa cartographie de l'Amérique du Nord ou des pays du Moyen-Orient, ainsi qu'à les différentes facettes de sa méthode. Alors, ce qui est fascinant avec Danville, il intéresse beaucoup de monde, comme l'expliquait Catherine, parce que d'une part, il intéresse beaucoup souvent les historiens de l'Antiquité, qui, dès qu'ils se penchent sur les cartes antiques, tombent forcément sur les cartes de Danville. Mais il intéresse aussi des historiens plutôt de la politique, puisque souvent, on va aussi utiliser des cartes... les cartes de Danville pour construire un discours politique sur les frontières. C'est le cas notamment pour l'Amérique du Sud. Et il y a un chapitre qui est consacré à cette question justement dans le livre. Oui, il faut souligner qu'effectivement, vous l'aurez compris, là, on a lourdement insisté. Il s'intéressait aussi bien aux sources anciennes que modernes. Et son œuvre cartographique porte aussi bien sur la géographie de son époque que sur la géographie antique, voire même sur la géographie de cet état intermédiaire qu'est le Moyen-Âge. Il est d'un des précurseurs dans ce domaine. Et il y a effectivement aussi un chapitre qui évoque cette dimension chronologique en fait de l'œuvre de Danville, qui constitue une espèce de géographie en mouvement à travers les siècles. Et que pouvons-nous dire ? On a aussi un magnifique blog accessible à tout un chacun sur hypothèse.org qui est consacré à Danville et qui a été constitué par Lucile et qui est alimenté de temps à autre en fonction des nouvelles que nous avons sur le sujet. Est-ce que tu veux parler de la collection Danville en ligne ? Et bien sûr, la totalité de la collection Danville a été numérisée, donc c'est quelques 10 000 cartes. Ces cartes sont accessibles en ligne dans Gallica. On a le projet de constituer un corpus autour de cette collection qui reflètera le classement de la collection, qui est un classement géographique. Donc ça, c'est un projet qui doit voir le jour cette année et qui donnera un accès plus facile à la collection que ça ne l'est aujourd'hui, où finalement on tombe par hasard sur des cartes de la collection Danville sans savoir que ces cartes font partie de la collection du géographe. Mais vous avez sans doute des questions. Le micro. Merci.
Voilà, je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit en dernier, parce que j'étais un peu surpris. Vous nous avez dit que c'est à propos du fonds de la Bibliothèque nationale dans les cartes, à propos des cartes géographiques. Vous nous avez dit à un moment donné, ce qui était très intéressant, c'est que ce que vous nous avez montré en image, à savoir les 4 ou 5 tomes, je m'en souviens plus très bien, qui appartenaient à Louis XVI, avaient été simplement déposés, si j'ai bien compris, à la Bibliothèque nationale en 1922. Donc, et en plus, vous nous aviez dit que le projet d'Anville, c'était aussi de faire du commerce. Donc, par le dépôt légal, je pense qu'il doit y avoir quantité d'autres choses, d'autres volumes que ce propre volume qui appartenait à Louis, et que ces 5 volumes qui appartenaient à Louis XVI. Je voudrais savoir comment ça se présente. Alors, comment ça s'est passé? En fait, Danville a constitué tout au long de sa vie une collection et a réuni quelques 9000 cartes. Et à la fin de sa vie, à partir de 1770, pour adoucir ses vieux jours et constituer un capital pour sa femme et sa fille en cas de disparition, il s'est proposé de vendre sa collection au roi et il l'a destinée initialement à la Bibliothèque nationale. Le roi en a décidé autrement et a attribué donc la collection au ministère des Affaires étrangères qui en avait besoin. On avait besoin d'une documentation cartographique. Donc là, vous voyez quelques volumes, donc c'est des boîtes en fait, qui contiennent des cartes de la collection d'Anville et qui ont été réalisées au moment, après la cession de la collection en 1782, après la mort de Danville, la collection a été cédée au roi et est allée au ministère des Affaires étrangères où elle a été conditionnée dans ces boîtes portefeuilles. Et cette collection est restée au ministère pendant tout le 19e siècle et évidemment au 20e siècle, elle était devenue obsolète, hein, on peut le comprendre, et le ministère l'a confiée à la Bibliothèque nationale. Alors, la collection d'Anville, ce ne sont pas les cartes par Danville, hein. Ce sont ses sources, hein. C'est sa bibliothèque de cartographes. Il faut bien distinguer les deux. Vu l'importance de la géographie pour les militaires et qui connaît la géographie peut s'emparer d'un pays, est-ce qu'on sait si des gouvernements étrangers se sont intéressés et ont acheté les cartes de Danville? Alors, mais je vais laisser Lucille répondre. Je ne sais pas si je peux répondre directement à cette question. Que ces atlas aient été achetés dans les grandes bibliothèques royales, je pense que c'était le cas, ou même donnés. Mais moi, plutôt ce qui me vient en tête avec l'intérêt militaire, c'est le cas de l'Égypte et de l'expédition de Bonaparte. Bonaparte est parti avec une carte de Danville. Hein, donc il l'a fait entoiler, il l'a annotée et cette carte est conservée à Chantilly. En revanche, il indique très clairement qu'elle est à trop grande échelle pour pouvoir en faire usage. Petite échelle. Pour en faire usage sur le terrain. Et donc très rapidement, il va falloir, avec son armée, reconsidérer la topographie. Est-ce que tu peux compléter avec des achats étrangers ? En fait, les cartes de Danville étaient en vente, donc on n'a pas fait d'enquête, effectivement. En fait, c'est un sujet inépuisable, Danville. Plus on travaille dessus, plus on se dit qu'il y a de nouvelles portes qui doivent s'ouvrir. Il faudrait effectivement voir si de son vivant les cartes ont été acquises par des puissances étrangères, mais je n'en doute pas. Hein, c'était la géographie française au XVIIIe siècle rayonne en Europe et les géographes français sont demandés à l'étranger. Et on l'évoquait dans la communication, Danville est copié, traduit en anglais et copié largement. En fait,
il est tellement connu. Pardon. De collections dans des bibliothèques étrangères, nationales. Mais c'est pas des documents uniques, hein. C'est de la cartographie gravée, donc il doit y en avoir dans les bibliothèques. On n'a pas fait le recensement. Il y en a, Catherine, parce que en fait, à chaque fois que je pars en vacances, pardon, mais je regarde toujours ce qu'il y a sur Nanville dans les bibliothèques. Il y a toujours des cartes. Malheureusement, il n'y a pas de manuscrits, mais c'est ça que je recherche plutôt, mais il y a toujours des cartes. Elles sont vraiment très Et après diffusées. sa mort, il y a eu publication d'atlas de Danville, hein, aussi bien, plutôt d'ailleurs sur sa géographie antique que sur sa géographie contemporaine. Mais il y a eu des éditions étrangères en particulier en Allemagne, de ce qui s'appelle l'Atlas Danvillianus, donc une version latine de la cartographie historique de Danville. Il a vraiment une renommée internationale. Par exemple, il y a un cartographe anglais qui s'appelle Rennell, et en Angleterre, on l'appelle le Danville de l'Angleterre. Donc, il a vraiment une renommée qui dépasse les frontières. Oui, je comprends que il ait choisi l'Italie parce que quand même il y a beaucoup de frontières naturelles, mais alors on a vu le flou qu'il y avait au niveau de Nice, etc. Mais est-ce que la ligne de partage des eaux a été comment dire, utilisée et à l'instar de la ligne des partages des eaux dans les Pyrénées qui a été sujet à modification jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, est-ce que ces cartes-là ont servi à des traités de frontières depuis le 18e jusqu'au 20e? Parce qu'à cette époque, l'Italie était quand même très multiple. Oui, voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs questions dans votre question. L'Italie qu'il nous présente, c'est une Italie qu'il prétend définie par ses frontières naturelles. Mais et il évoque effectivement ce principe de la ligne de partage des eaux qui le pousse donc à inclure dans cette Italie une partie des cantons suisses et une partie du Tyrol. Voilà. Mais on voit aussi qu'en fait, il ne s'arrête pas aux frontières naturelles de l'Italie, puisqu'il inclut l'Istrie, la Dalmatie, qui sont des colonies vénitiennes et qui ne font pas partie des frontières naturelles de l'Italie. Donc, je pense que les frontières naturelles, c'est un idéal de géographe qui veut s'affranchir des accidents de l'histoire, qui voudrait que les frontières soient immuables, soient inscrites dans la nature, et pour avoir des références qui sont stables, et je le répète, immuables dans le temps. En fait, un géographe, c'est quand même un métier un peu risqué. Hein. On est toujours sur le fil du rasoir de la diplomatie. Et je me demande s'il n'a pas fait ce choix justement pour ne pas prendre de risques et ne pas être critiqué ou se trouver en porte-à-faux par rapport à la diplomatie française. C'est possible aussi, parce que certains cartographes contemporains représentent quand même l'Italie avec ses divisions politiques, hein, ses différents États et ses différentes principautés. On a des cartes de Jaillot, de Nicolas Defer, qui représentent une Italie politique, et non pas cette espèce d'Italie un peu abstraite, parce que définie simplement par des pseudo-frontières naturelles. Je voulais savoir s'il a été évoqué dans l'encyclopédie. Alors, dans l'encyclopédie, ce n'est pas lui, malheureusement, qui fait l'article géographie. Lui, il fait juste un petit article sur les vents étésiens. Et c'est tout. Mais il y a souvent... C'est les Robert de Vaugondy qui signent les articles sur la géographie. Mais il me semble que alors je ne sais pas si c'est dans l'encyclopédie, mais il y a un autre texte des Robert de Vaugondy où ils font une histoire de la géographie. Et ils mettent quand même beaucoup l'accent sur Danville, sur l'importance de son apport dans la géographie. Oui, encore une question.
Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous confirmer si les cuivres ont été gardés en tout ou partie comme ceux de Cassini et où? Et préciser aussi pour la famille d'Orléans le lien avec Philippe Égalité, qui, je veux dire, est représentatif de l'esprit des Lumières et de l'exactitude de Danville aussi. Alors, pour les cuivres, on ne les conserve pas, mais on sait qu'ils sont restés, qu'ils sont passés, après la mort de Danville, une partie de ces manuscrits et son fonds, son stock de cartes et ses cuivres sont passés entre les mains d'un serviteur qui s'appelait Demanne, et ils ont été conservés dans cette famille, la famille Demanne, qui est connue à la Bibliothèque nationale parce qu'elle a donné un administrateur, jusqu'aux années 1860, où la collection a fini par être dispersée, et lors d'une vente justement en 1863 ou 64, une grande partie donc des manuscrits de Danville ont été achetés par un libraire, et ensuite indirectement la BNF, enfin la Bibliothèque nationale à l'époque, impériale même, a racheté une partie de ces manuscrits. Ce qui fait que dans nos collections, nous avons la collection de Danville, sa collection de cartes. On a aussi un grand nombre de manuscrits, de papiers d'érudits, qui sont conservés au département des manuscrits. Et on a évidemment toute son œuvre imprimée qui est rentrée normalement par dépôt légal ou par diverses collections au XIXe siècle. Je ne sais pas si je réponds à une partie de la deuxième question ou la première question. Et la deuxième ? La deuxième partie, en fait, la famille d'Orléans a été finalement extrêmement fidèle à Danville, ou est-ce l'inverse? Je ne sais pas. Mais il y a 3 générations, effectivement, d'Orléans qui vont soutenir Danville, et le premier est le régent. Son plus long protecteur, ça va être quand même Louis d'Orléans. Et bien sûr, Danville n'aura pas à souffrir des affres de la Révolution, puisqu'il décède en 82, et on pense que ça aurait été peut-être compliqué d'ailleurs pour lui, puisqu'il a plutôt un positionnement très proche de la cour, quelqu'un de très pieux. Alors il a eu des liens avec Voltaire, mais c'est quand même pas le plus débridé des hommes des Lumières, Danville. Des cartes de Danville, contrairement à la carte de Cassini, mais c'est plutôt rare de conserver les cuivres des cartes des géographes, puisque après leur mort, soit les cuivres passaient entre d'autres mains et étaient réexploités. C'est le cas des Delisle, en fait, qui vont... Les cartes de Guillaume de Lille, qui meurt en 1726, elles sont réexploitées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elles passent entre différentes mains. Mais à un moment donné, les cuivres sont trop usés et ils sont fondus, et ils sont réutilisés pour produire d'autres gravures. Oui, parce que le cuivre coûte cher, et à l'époque, on est plutôt encore à la fin du XVIIIe siècle dans une économie de la pénurie plutôt que de la surabondance. Donc on réutilise tout. Tout ce qu'on peut. On est dans une économie de développement durable. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir consulter certains documents originaux.